Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors ici de mon côté, autant vous dire que la reprise s'est fait sentir. Je sens mes cheveux qui poussent à l'intérieur de mon crâne. Les levées à 5h30 avec la reprise de l'école m'ont terminé. Là vous me voyez, je suis en train de me faner. Mais bon, petit à petit, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Je croise les doigts pour que la semaine, la première, soit la plus compliquée, mais que rapidement, non, je sais que non, jusqu'à la fin de l'année, je vais finir, j'aurai pris 10 ans. Bref, quoi qu'il en soit. Ah oui, et d'ailleurs pour ce faire, il y a du changement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Alors, chose promise, chose due, je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne pouvais pas ne pas parler de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024. Alors déjà, vous le savez, j'en ai fait 2 vidéos. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 a attiré une attention considérable en raison de sa représentation calomnieuse de la scène de Leonardo da Vinci. Les organisateurs ont de prime abord défendu leur position en affirmant que ces figures bizarres représentaient les dieux olympiques de la Grèce antique. Mais pour une fois, les gens ne se sont pas laissés endormir et suite à un regain d'indignation, les organisateurs de l'événement ont reconnu leur excès et ont présenté leurs excuses à la communauté chrétienne. J'ai envie de dire, il était temps. Ils ont même expliqué que du coup, ils avaient dû revoir et modifier la cérémonie de clôture de façon à ne pas risquer de commettre un nouvel impair. J'ai envie de vous dire, on dirait bien qu'ils ont lamentablement échoué. À l'heure de la clôture de ces Jeux 2024, un avis mondial et quasi unanime est tombé comme un couperet sur ces Jeux olympiques parrainés par Emmanuel Macron et la critique est sans appel. Ces Jeux étaient des jeux démoniaques du moment de leur ouverture au moment de leur clôture dimanche dernier. Parce que oui, même si la symbolique était moins grossière et flagrante que l'ouverture, elle n'était pas moins présente et honnêtement, vous allez le voir, encore bien plus sombre. Le numéro de la danse de la finale qu'a présenté des âmes tourmentées, enveloppées dans des draps, avec des visages couverts, se tordant autour d'une espèce de gros insectes dorés, on aurait pu se dire à première vue que c'était juste bien laid, et qu'il s'agissait d'un fiasco supplémentaire, mais vous allez voir que pas que, malheureusement, ce n'est pas que laid, c'est bien plus d'autres choses. Par contre, avant de plonger dans le sujet du jour, je suis particulièrement ravie de vous présenter mon partenariat, ma collaboration du jour avec DYU. Alors, ils m'ont offert l'occasion de tester leur vélo électrique DYU C3 et franchement, je m'y attendais pas, mais j'ai kiffé. Et je suis ravie de vous le présenter parce que quand je vous avais demandé quel style de placement de produit vous plairait, vous avez sollicité ce genre justement de collaboration. Et ce vélo, je vous promets, je vous ai fait une petite vidéo, regardez, c'est une vraie révolution pour les trajets en ville. Déballer le DYU C3, je vous dis, ça a été un véritable plaisir. Vous pouvez voir que Duchesse était hyper impliquée. De toute façon, Duchesse, c'est elle la propriétaire. Je vis chez Duchesse. Mais enfin, pour revenir au vélo, avec son design élégant, son cadre léger, son moteur puissant, il est parfait pour se déplacer efficacement. L'autonomie, j'ai été choquée, vous permet de parcourir de longues distances sans souci. Et en plus d'être pratique, le DYU C3, il est vraiment super confortable. Selle et guidon réglables, suspension qui absorbe les chocs, tout a été pensé et bien pensé. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur trajet quotidien, je vous recommande vivement ce vélo. Je vous mets dans la barre de description de cette vidéo et en commentaire épinglé le lien pour que vous puissiez aller voir et bénéficier d'un discount avec mon lien. Mais vraiment, moi, qui suis pourtant pas une aficionados de ce genre je suis pas bonne en vélo. Je l'aime bien pour aller rapidement faire 2-3 courses. Je l'utilise et forcément, vous vous en doutez, mon fils l'adore. Bon, allez, sans plus tarder, revenons à notre sujet du jour. Attention, ce sujet est malaisant, fascinant, mais gênant et c'est maintenant. On y va. À
Alors que les médias de masse ont tenté de minimiser l'indignation, voire le tollé général qu'a déclenché la cérémonie d'ouverture, jusqu'à simultanément effacer d'internet des vidéos de la cérémonie, on pensait que personne n'aurait pris le risque de remettre ça pour la clôture et que toutes les précautions seraient prises en ce sens, comme il l'avait annoncé. Mais c'était bien évidemment bien mal les connaître, parce que quand même, ce qui s'est passé lors de l'ouverture de ces Jeux était bien loin d'être anodin, n'en déplaise à ceux qui ont réduit l'émotion chrétienne à c'est de la transphobie. Vraiment, vous avez rien compris, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour rien que ce scandale a pris une telle envergure et que la chaîne YouTube officielle des Jeux Olympiques et les chaînes d'information générale ont tous décidé que cela devait être oublié à tout jamais. Et non seulement ils ont carrément effacé l'intégralité de la vidéo, mais ils ont aussi carrément arrêté de diffuser des extraits. Et même les chaînes YouTube, comme la mienne, je vous avais expliqué, j'ai eu le problème, qui ont utilisé des courts extraits pour commenter la cérémonie, ont été frappés de copyright. Même des chaînes qui étaient limite à encenser la mise en scène et les prises de position wokistes, etc. Malheureusement, même si c'est une très bonne chose de fait, le mal aussi a été fait. Et l'élite occulte a bel et bien réalisé un méga rituel pour que le monde entier le voie et l'énergie nauséabonde qui en a émané a bel et bien été récoltée. Et apparemment, cela ne leur a pas suffi puisqu'ils en ont remis une deuxième couche. Alors, s'agissait-il de notre rituel Satan lors de cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? La question est purement rhétorique, c'est du moins ce qu'une grande majorité des gens ont avancé après l'avoir vu. Déjà, l'affiche officielle de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, dès sa sortie, avait suscité une vague de critiques et de polémiques en ligne. De nombreux utilisateurs de médias sociaux et plusieurs chefs religieux ont interprété ces images comme contenant un symbolisme associé au satanisme, bien sûr, et à la chute de Lucifer. Il faut avouer que lorsqu'on s'y penche, les évidences sont là. L'affiche de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques sur fond noir présente une silhouette humaine rayonnante descendant sur un globe stylisé. Encore une fois, pourquoi noir, pourquoi sombre, pourquoi alors que les Jeux Olympiques sont une fête, que les Jeux Olympiques c'est autour du dépassement de soi, du challenge, de la mentalité sportive, de l'esprit sportif, etc. Pourquoi c'est sombre? Pourquoi c'est déjà. Mais au-dessus de cette image, comme vous pouvez le regarder en photo, se trouvent les grandes lettres orthographiées record, accompagnées du logo des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette affiche annonçait une performance mise en scène par Thomas Joly dans le cadre de la cérémonie de clôture au Stade de France le 11 août 2024. De nombreux commentateurs en ligne ont comparé les images de l'affiche au récit biblique de la chute de Lucifer. Les plus versés dans le symbolisme l'ont perçu comme un clin d'œil intentionnel à des motifs sataniques, et ce, peu importe le sens dans lequel l'affiche est regardée, exprimant encore une fois leur indignation face à un tel choix pour un événement olympique. Je le répète, je persiste et je signe. Normalement, même si vous regardez les annonces officielles des ouvertures et des fermetures des Jeux Olympiques, on est dans la bonne humeur, quoi. On est dans le festoiement. On n'est pas, on dirait, ça ressemble plus à des affiches qui annonceraient un drame qu'à des affiches festives. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais si vous n'êtes pas de mauvaise foi, ça tombe sous le sens. Voyons, je vous la remets. L'image présentant des couleurs noires intenses et un homme descendant du ciel sur terre est frappante et ressemble étrangement à un récit plus que familier. La photo, une fois retournée dans un éditeur à la manière de superposition comme on a pu le voir, mais je pense que maintenant c'est systématique, dans les tableaux de Da Vinci ou encore plus récemment avec le tableau du prince Charles, a suscité un choc sur les réseaux sociaux, car elle évoquait de manière plus que significative des images de Lucifer. Cette représentation pourrait être comparée à une icône du diable, parallèle à la présentation de la chute de Satan dans l'Ancien Testament, et il ne me semble pas que ce soit d'aller trop loin que de faire ce simple constat. Voici un extrait du livre du prophète Isaïe.
Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aube, tu as été jeté à terre, toi qui as abattu les nations. Et effectivement, bon nombre de personnes, que ce soit des personnes lambda en passant par les religieux de toute obédience et de tout pays, affirment que ce passage du Sceau pourrait directement faire référence à ce récit biblique. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris n'ont bien sûr rien publié, aucune déclaration officielle sur cette question. Ils ne se sont pas expliqués. Très certainement, ils vont se victimiser. La France n'était pas prête. Le show était trop avant-gardiste et les Français sont moyenâgeux dans leur tête. Je les vois arriver d'ici si jamais ils doivent s'exprimer, à se victimiser, comme à leur habitude. Je comprends, moi, personnellement, que dans certains pays, il se murmure maintenant que la France a réellement exposer son identité antichrétienne au monde, et ce de manière plus qu'explicite, parce que c'est vraiment ce qui se dit à l'étranger. Alors je sais bien que les chaînes françaises ne vous l'auront pas dit, mais c'est ce qui se murmure à travers le monde au bilan des Jeux Olympiques 2024. Et certains sont même allés jusqu'à dire que cela sera confirmé très très bientôt par un projet de loi qui ira justement dans ce sens. Disparition des religions, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, pour une religion mondiale, puisque la religion mondiale est le dernier rempart à abattre pour pouvoir imposer le nouvel ordre mondial. Et selon ces gens, ceci devrait arriver bien plus tard cette année, mais devrait arriver cette année. Ce n'est selon eux qu'une question de temps. C'est un peu flippant les amis, mais en tout cas, c'est ce qui se dit à l'étranger suite à ces merveilleuses prestations des Jeux Olympiques. D'ailleurs, les plus érudits ont tout de suite compris l'allusion la plus parlante à ce sujet qui confirme complètement cette théorie de perte d'identité chrétienne, à savoir que justement, lors de l'ouverture, dans le tableau là, de la Marie-Antoinette décapitée, en fait, la décapitation ne faisait pas allusion à proprement parler à la décapitation passée de la royauté, mais montrait en fait la décapitation de la foi chrétienne en terre de Gallia. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre la basilique Saint-Denis et la conciergerie. La basilique Saint-Denis, c'est le lieu de sépulture où de nombreux rois et reines de France, dont Marie-Antoinette, sont entreposés. Désolée pour le terme entreposé. La conciergerie, donc là où elle a chanté avec sa tête décapitée, c'est le lieu où elle a été emprisonnée et jugée avant son exécution. Et l'allusion, et c'est là où ils sont très forts, et l'allusion à Saint-Denis via la tête dans les mains alors que c'est pas en ce lieu que son corps est détenu, était clairement une allusion à la sépulture de Saint-Denis, un évêque de Paris martyr. Saint-Denis est considéré comme un martyr car selon la tradition chrétienne, il a été décapité sur la colline de Montmartre à Paris au IIIe siècle sous le règne de l'empereur romain Dèce pour avoir prêché le christianisme. Refusant d'abjurer sa foi, il a été condamné à mort. Après sa décapitation, Denis aurait ramassé sa tête et l'aurait portée jusqu'à un endroit éloigné où il est tombé et est mort. C'est une vraie symbolique qu'ils ont partagée en fusionnant l'évêque Saint-Denis à Marie-Antoinette durant la cérémonie d'ouverture. Et vraiment, ça, je ne l'avais pas vu parce que j'étais inculte sur le sujet de cette basilique et parce que j'avais vraiment un manque de connaissances à ce niveau, je ne l'ai pas vu. Mais quand ils ont expliqué que cette place, cette basilique étant le lien immuable entre la royauté et la foi chrétienne qui sont inhumés en lieu et place de la basilique de Saint-Denis, on ne peut se tromper sur le message réservé aux initiés qu'ils ont voulu passer. Durant ces Jeux, la chrétienté sera décapitée et enterrée comme Marie-Antoinette à Saint-Denis. Et justement, alors qu'il aurait été plus percutant de mettre le dernier roi de France, ils ont choisi de mettre Marie-Antoinette. Pourquoi donc, me direz-vous ? Parce que justement, d'ailleurs peu de monde avait compris, en l'affublant de cette coiffure ébouriffée rouge et jaune, c'était bien plus facile pour représenter en fait la tiare pastorale. Et effectivement, à la lumière de ces informations, j'avoue que quand je suis tombée sur cette théorie,
j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Alors ça, plus tout le reste, parce que ça aurait été que ça, on aurait pu se dire que c'était capillotracté. Hein. Ouais, là, on aurait pu se dire, oh, tu vas trop loin, c'est tendancieux. Mais je le répète, s'il y avait eu que ça, s'il y avait eu que ce tableau de la Marie-Antoinette. Sauf que tout ce qui s'est passé par la suite, la scène, toutes ces connexions, toutes ces accointances, déjà dans l'ouverture, mais avec ce qui s'est passé lors de la cérémonie de clôture, je pense que ceci a bel et bien été confirmé. L'exposition donc de cette clôture de cérémonie s'est donc ouverte sur le concept troublant d'une terre plate. Des masses continentales angulaires émergeant lentement à travers la fumée et la poussière, tandis que des éclairs frappaient violemment la limite extérieure du monde. Le décor est planté et il est macabre, convenons-en. Encore une fois, je le répète, ça va être redondant, mais c'est censé être une fête. Franchement, que vient faire ce genre d'énergie pendant des Jeux Olympiques ? Ça n'a pas de sens. Au milieu de ce brouhaha, on a alors vu une lumière aveuglante jaillir dans le ciel, captant l'attention de tous. De cette lumière est alors descendue une créature étrange, indéfinissable, mi-lézard, mi-insecte, mi-mouche. À ce moment précis, certains témoignages de spectateurs ont décrit, écoutez ça, comme une tension palpable envahissant l'air, laissant présager que cette cérémonie cachait bien plus qu'elle ne la laissait paraître. Une seule question s'est alors imposée dans les esprits de tous les non-endormis, et les plus cultivés, parce que quand tu es cultivé, il y a des choses qui te sautent au cerveau. Lucifer a-t-il clôturé les Jeux Olympiques 2024 ? Je sais, ça peut sembler dément, mais pourtant cette question, vous allez le voir, est on ne peut plus légitime. En effet, il a été perspicacement remarqué que déjà, l'être qui tombe sur l'affiche s'aligne avec la torche dans la lettre O du titre, une référence indéniable à Lucifer Prométhée, le dieu qui vola le feu du ciel et qui fut jeté en enfer par Zeus. Clairement, cette forme rappelle bel et bien un certain ange déchu. Il a des ailes, des cornes, il ressemble à un ange de lumière, mais ses traits et ses formes sont ceux d'un squelette. Il arrive sur une terre sombre, en plein chaos, dans une fête lugubre, avec des gens masqués, courbés, agités, dans laquelle il semble clairement être la seule lumière, en mode sauveur, quoi. Et petit détail qui a son importance, le gars, l'entité, la forme dorée, n'arrive pas n'importe comment. Hein. Genre, ils auraient pu le faire arriver, la mise en scène sur l'affiche en backflip, en mode contre-plongée, en super-héros, dans le genre je suis sauveur du monde, la flamme olympique, on va tout déchirer. Il aurait pu même le faire arriver en driftant, en dérapant, ou toute autre mise en scène qui aurait donné un peu une espèce de rythme de super-héros. Il arrive. Regardez-le, avec une jambe pliée, de la même manière que dans une des cartes de tarot. Et bien évidemment, pas n'importe quelle carte de tarot. Il s'agit de la carte du pendu, ce qui est loin d'être anodin une fois encore. Généralement, la carte du pendu suggère souvent qu'il est nécessaire de laisser aller quelque chose, que ce soit une situation, une croyance ou une habitude pour progresser. Cela peut être un sacrifice volontaire ou une situation imposée, mais elle mène à une transformation. Ça, c'est la carte en temps normal dans une atmosphère positive. Mais le pendu est souvent vu comme un symbole d'initiation. Il faut quand même savoir que dans de nombreuses traditions occultes, l'initiation implique un processus de mort symbolique suivi d'une renaissance. Le pendu, suspendu entre ciel et terre, représente ce moment de suspension où l'initié se trouve entre deux états de conscience, attendant la transformation finale. Dans certaines pratiques occultes, la suspension du pendu est un rituel de mise en suspension entre deux mondes, un état de liminalité où l'initié est ni mort ni vivant, mais dans un état de transformation. Cet état est propice à la vision intérieure, à la révélation de vérités cachées et à l'accès à des dimensions spirituelles ou mystiques. Les occultistes utilisent souvent la carte du pendu pour travailler sur l'inversion des perspectives. Vous savez, je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois, les symboles inversés, c'est leur spécialité.
Mais pas que en plus, pas que, parce que selon diverses interprétations chrétiennes aussi, vous allez voir, cette carte représente Judas Iscariote. Et là, si vous avez bien suivi depuis le début de ces Jeux Olympiques, Judas semble être la véritable star de tous ces tableaux chorégraphiques. C'est quand même drôlement bizarre, sachant que Judas, c'est la figure du traître par excellence, puisqu'il est quand même celui qui a vendu Jésus-Christ. Et c'est donc la 3e fois, vous allez voir, en une semaine, que cette cérémonie fait allusion à cet apôtre pourtant le plus sombre de tous. Rappelez-vous, lors de la scène de l'ouverture, c'est la petite fille qui était à la place de Judas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a parlé de cet enfant qui n'avait rien à faire dans ce tableau. Comme on était focus sur le fait qu'on est tous montés au créneau à scandaliser qu'une enfant soit là alors qu'elle n'avait rien à faire là, c'est vrai que le fait qu'elle soit à la place de Judas, c'est un petit peu passé à l'as. Alors que ça a son importance d'autant plus lorsque l'on sait que lorsqu'il peignait la scène, Leonardo da Vinci avait expliqué et avait déclaré que les événements de l'Évangile ne sont pas seulement historiques. La bataille entre le bien et le mal se poursuit dans notre vie quotidienne et il a expliqué qu'il tenait prioritairement à retranscrire ce message selon lui sine qua non de l'existence dans son chef-d'œuvre. Et justement, pour y parvenir, il a employé diverses techniques artistiques car il aspirait à capturer à la fois le divin et le diabolique en peignant dans cette scène les visages de Dieu et du diable. Et pour ce faire, il se mit alors d'abord en quête de ses modèles. Celui de Dieu fut facile à trouver. Il a pris un chanteur de chœur qu'il avait observé lors d'une représentation à l'église, qui, selon Leonardo da Vinci, incarnait l'image idéale avec son visage radieux, spirituel et son regard pur et ouvert, comme si l'esprit de Dieu résidait en lui. Leonardo invita immédiatement le jeune homme dans son atelier où il réalisa de nombreux croquis et études. Cependant, la recherche d'un modèle pour représenter Judas, l'incarnation du vice, fut, elle, beaucoup plus compliquée. 3 ans se sont écoulés et la vaste peinture, puisqu'elle fait quand même 4,6 par 8,8 mètres, était presque achevée, qu'il lui manquait toujours le visage de Judas. C'est en rentrant chez lui un soir que Leonardo rencontra un vagabond, ivre, étendu dans un fossé, son visage marqué par la cupidité, la colère, l'égoïsme et le mépris de l'humanité. Les apprentis de Leonardo da Vinci extrairent l'ivrogne de la boue et l'escortèrent jusqu'à son atelier où Leonardo se mit rapidement à dessiner l'homme avant qu'il décuve. Lorsque l'homme reprit enfin ses esprits, il reconnut immédiatement Leonardo et il réalisa qu'il avait été le modèle pour le visage du Christ 3 ans auparavant. Et après justement avoir été le modèle pour Leonardo, sa vie avait pris depuis un tournant tragique menant à sa chute. Donc Jésus et Judas seraient donc dans ce tableau une seule et unique personne. Le maître de la Renaissance aurait simplement utilisé une technique de contraste par la lumière et l'ombre pour illustrer que Dieu et le diable résident tous deux en chaque personne et que l'âme et l'arène, où le bien et le mal s'affrontent chaque jour pour chacun d'entre nous. Sachant cela, forcément, le choix de l'entité lumineuse et son clin d'œil à Judas avec la position du pendu prend tout son sens. Et autre détail qui a son importance et pourquoi je vous dis qu'il s'agissait de la 3e allusion à Judas, je vous rappelle quand même que la première artiste à avoir fait son set lors de l'ouverture est justement une fervente admiratrice de Judas. Bah oui, rappelez-vous, Lady Gaga en 2011, sa chanson Le Judas avait carrément fait polémique à l'international. Elle déclarait clairement être amoureuse de Judas dans cette chanson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, si certains ont envie de voir là un hasard dans ces 3 allusions indiscutables à Judas, j'ai hâte de lire vos commentaires, ou pas. Beaucoup de gens aussi ont vu dans cette entité lumineuse un moustique. Alors, un moustique,
compte tenu de l'agenda et compte tenu des intentions de Bill Gates et de la création de ces moustiques qui ont été relâchés justement cette année un peu partout à travers le monde, l'allusion pourrait être pertinente. Et il y en a d'autres aussi qui ont fait tout de suite le rapprochement avec Belzébuth. Et alors là, il faut savoir que Belzébuth, en hébreu, signifie la mouche. Et la mouche en grec, ça se dit muopos, c'est-à-dire la vision de l'initié. De surcroît, l'œil de la mouche voit à 360 degrés. Donc, c'est l'œil qui voit tout dans le sens holistique du terme. Et j'avoue que ça aussi, c'est assez pertinent et que là, tu te rends compte que cette créature, que de prime abord, quand tu n'as aucune connaissance de la symbolique et que tu vis dans un monde de demeurés, où tu ne veux voir, où tu ne veux absolument pas passer à quoi que ce soit de gênant, j'avoue que, bingo, hein, le mec a créé... Enfin, je trouve que ça a tellement de sens que ça peut être difficilement discutable et je trouve que le gars, en fait, le costume qu'il a créé, dans les messages prévus à cet effet, il est parfait. Hein, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont vu dans cet insecte tout d'or vêtu un virus. Il y en a qui ont dit que c'était même la représentation du staphylocoque doré. Oui, j'avoue que j'ai trouvé ça aussi pertinent. Et il y en a encore qui considéraient cet individu, j'ai envie de dire, comme une simulation d'une nouvelle peste arrivant dans le monde. Car justement, le cavalier de la peste est jaune dans l'Apocalypse. Et qu'il s'agit du 4e cavalier. Et que comme par hasard, la cérémonie des Jeux Olympiques se clôture. Derrière, on apprend qu'il y a une épidémie de variole du singe et que le CCSD vient de déclarer une alerte mondiale. Faut avouer que les coïncidences qui créent des évidences, là on est en plein dedans. Hein. Quoi qu'il en soit, cette entité qui tombe du ciel vers la terre en direction de l'Europe et de la France, pour la majorité, est une allusion à l'influence de l'Antéchrist dans ces Jeux Olympiques, sous tous les aspects, et ce, depuis le début. Cette entité dorée est une divinité de la mort, et le 4e cavalier de l'Apocalypse est aussi appelé mort et enfer. On n'est donc pas surpris de le voir quand il descend, une fois sur le sol, retrouver son pote, le cavalier masqué de la cérémonie d'ouverture, et ensemble, ils semblent dominer une représentation métallique du monde. Était-ce une allusion à un monde transhumanisme, dirigé par des robots ou des humanoïdes ? Je pose ça là. D'autant plus que ce Golden Voyageur n'arrive pas n'importe où sur cette carte bizarre de ce monde métallique. Il atterrit pile poil au Moyen-Orient. On en profitera aussi pour noter que ce monde métallique a des dimensions complètement modifiées. Ils se sont permis de représenter une Russie toute petite. On s'est aussi alors rendu compte que vu du ciel, ce monde métallique avait la forme, pour certains, d'un chevalier, le dernier de l'Apocalypse comme je viens de vous le dire, avec son cavalier, et d'autres y ont vu une divinité égyptienne, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agirait de Sekhmet, la déesse de la guerre. Sekhmet est principalement connu pour son rôle dans le mythe de la destruction de l'humanité. Selon la légende, Ra, furieux que les humains aient comploté contre lui, envoya Sekhmet pour les punir. Dans sa rage, elle sema le chaos et la mort jusqu'à ce que Ra, regrettant sa décision, intervienne pour l'arrêter. Il fit en sorte que Sekhmet boive de la bière teintée de rouge pour qu'elle croie qu'il s'agissait de sang parce que Sekhmet buvait du sang, ce qui l'a rendu ivre et mis fin à son carnage. Alors, ceux qui n'ont pas saisi l'allusion à la bière rouge, au liquide rouge, dont ces entités nauséabondes ont besoin pour être apaisées, je pense qu'il vous faut regarder plusieurs vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, sachez aussi que les rituels d'invocation de Sekhmet chez les occultistes incluent systématiquement des offrandes de bière rouge représentant le sang. Vous avez compris, ça c'est officiel, la bière elle est rouge. Ce qui est moins officiel, c'est ce que c'est vraiment. Encore une fois, beaucoup de sens, de corrélation, de connexion avec le sang, la couleur rouge, omniprésente lors de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Parce que entre les gens qui tombaient sur scène avec la fumée rouge, Marie-Antoinette en rouge, le château avec ses éclats de rouge,
À un moment donné, nier l'évidence, ça commence à devenir compliqué, me semble-t-il. Donc, une fois sur le sol, cette entité dorée retrouve son pote, je vous le disais, le cavalier masqué, et son autre pote, là, le Assassin's Creed, qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Il y en a qui disent que c'est un villageois, il y en a qui disent que c'est notre chevalier, il y en a qui disent que c'est un Yamakasi. Bon. Et tous ensemble, là, ces cavaliers, ils hissent le drapeau grec. Athènes, berceau de la démocratie, mais aussi et surtout des mystères orphiques et des cultes ésotériques. Ce drapeau, qui pour les plus naïfs n'est qu'un clin d'œil aux origines des Jeux Olympiques, mais qui est associé à toutes ces mises en scène, prend clairement son sens, rappelle subtilement l'origine des connaissances ésotériques et leur transmission à travers les âges jusqu'à l'élite moderne. Un rite occulte en pleine lumière. Et pour parfaire cette ambiance lugubre et apocalyptique, on voit apparaître sur scène la victoire de Samothrace, tel un ange sans tête, étonnamment sortant du sol. Parce que oui, il faut quand même comprendre, parce qu'encore une fois, ceux qui savent, savent, et les incultes qui ne savent pas, mais qui ne veulent pas comprendre, même quand on leur donne des informations pertinentes, la victoire de Samothrace, également connue sous le nom de Nike de Samothrace, est une statue grecque antique représentant la déesse Nike qui symbolise la victoire. Datée du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de la sculpture hellénistique. La statue en marbre est célèbre justement pour sa posture dynamique. Elle est représentée en train de descendre du ciel, les ailes déployées, comme si elle venait de se poser sur la proue d'un navire. L'œuvre est particulièrement admirée pour le mouvement et l'expression de la force qui émane de sa forme, malgré l'absence de sa tête et de ses bras. Sauf que là, ils l'ont faite sortir du sol. Nous sommes ici, indiscutablement, devant une symbolique inversée. Et je le répète, c'est la base de la base. Là, ils sont retournés au basique, quoi. Et cette symbolique inversée, elle est destinée à nous envoyer un message subliminal. Le triomphe des forces chaotiques ou le triomphe des ténèbres. D'accord ? Parce que lui, la bestiole, là, il arrive du ciel, mais la victoire de Samothrace, elle arrive des entrailles de la terre. Autrefois vue comme un symbole de lumière et de triomphe, aujourd'hui corrompue ou détournée par des forces obscures. À se demander s'ils ne l'ont pas fait sortir du sol pour symboliser l'émergence des forces anciennes, souterraines ou cachées, une représentation de la résurgence de puissances occultes qui ont été enfouies ou oubliées, mais qui sont maintenant réveillées pour exercer leur influence sur le monde. Clairement, une inversion des valeurs sacrées. La victoire de Samothrace, souvent associée à la lumière et à la victoire spirituelle, serait ici tirée des profondeurs de la terre, un lien donc souvent associé à l'enfer et aux royaumes inférieurs, ce qui pourrait indiquer dans leur tableau une victoire des forces obscures sur les forces de la lumière. Sortant du sol, Nike semble représenter le retour d'un pouvoir ancien et redoutable, caché sous terre depuis des millénaires. Cela pourrait aussi évoquer l'idée d'une énergie ou d'une entité qui représente un aspect de la victoire sombre, celle obtenue par des moyens occultes de manipulation ou de contrôle. Toute leur vie, en somme. Toute leur vie. Là, ils se sont fait un kiff. En fait, ils se sont mis en scène. Parce qu'après, c'est des cafards arrogants, hein. Des narcissiques, faut pas se leurrer. Hein. Ils ont utilisé la cérémonie et les cérémonies des Jeux Olympiques pour se mettre en bombe, quoi. Excusez-moi, mais dans le genre symbolique, ils ont le mérite d'être on ne peut plus clair. Je vais le dire comme ça. D'ailleurs, quand on voit ce gros insecte en or qui commence à superviser ce qui semble représenter des fouilles archéologiques et qu'ainsi, mené par une créature ressemblant donc à un reptile ou à un insecte, des individus ont soulevé de la terre un étrange appareil qui est d'abord monté et puis enfin qui se transforme en anneau olympique et qu'ils saluent tous dans une attitude profondément respectueuse et un petit peu flippante, dois-je vous rappeler la symbolique des anneaux olympiques, symbolique franc-maçonnique, etc., etc. Je pense qu'encore une fois, ici, tout est dit. Et que se passe-t-il actuellement en Grèce ? Eh bien, il y a un incendie qui, à l'heure actuelle, est en train de ravager Athènes. Cette coïncidence, elle est suffisamment énorme pour qu'en tout cas, je la souligne. La seule chose qui leur manquait, c'était un sacrifice de sang. Là,
en direct. Il manquait vraiment que ça pour que toutes les conditions soient réunies pour un vrai rituel digne de ce nom. Et si je vous disais qu'il y a vraiment un rituel qui a eu lieu? Parce que oui, en effet. Et ça, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus flipper. Avez-vous entendu parler de l'affaire Noémie? Noémie, 21 ans, a assisté à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et n'est jamais rentrée chez elle. Son corps a été retrouvé dans la nuit de lundi à mardi dans un appartement du 18e arrondissement. Son corps, en partie dénudé et mutilé, a été découvert avec la gorge sectionnée. Officiellement, le coupable serait un homme nigérian de 48 ans à qui elle donnait des cours de français et qu'elle aidait bénévolement depuis 2 ans. Ce monsieur aurait été retrouvé dans un état semi-comateux à côté du corps de la victime, après soi-disant avoir essayé de se tuer à base d'alcool et de médicaments. Un homme, bien évidemment, que tout le voisinage connaissait, réputé pour être adorable, poli et serviable, qui aurait pété les plombs le soir de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Une énième coïncidence qui nous pousse à nous demander si le hasard n'aurait pas embauché un scénariste. On est quand même d'accord que là, c'est juste énorme. Cette fille et ce monsieur, ils se connaissent, ça fait 2 ans. Elle a toujours été disponible pour lui. Il y avait même, selon certains témoignages que des journalistes ont récupérés, ils avaient quand même quasiment des rapports limite père-fille. Il n'y a jamais eu de problème. La cérémonie des Jeux Olympiques, le gars pète un boulon, tue la gamine, puis pas que la tuer, parce que ça aurait pu être un accident. Non. De sang, mutilé, et ils n'ont pas voulu, ils ont dit que les détails étaient trop atroces pour les communiquer, mutilé, égorgé. Vous l'avez compris, quoi qu'il en soit, cette mise en scène était lugubre et pleine de symbolisme. Pour certains, ce ballet semble dépeindre l'arrivée d'êtres extraterrestres représentés comme étant de nature reptilienne ou insectoïde, ce qui colle assez avec l'idée d'un genre de révélation bloubimesque, misant à mal les religions du monde entier, puisque le but d'un homme, c'est d'avoir une religion mondiale. C'est une condition sine qua non. Donc, Monast l'avait dit, il y a la possibilité qu'ils utilisent le projet Bluebeam pour simuler un extraterrestre qui remettrait en cause tout le fondement des religions. Encore que, moi, ça, c'est quand même quelque chose qui me dépasse un peu dans le sens où pourquoi ça pourrait pas être Dieu qui a créé aussi les extraterrestres? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas, mais bon, apparemment, c'est ce qui ferait sens. Et puis d'ailleurs, la présence de Tom Cruise à ce moment-là, sa participation n'est pas anodine. N'oubliez pas que Tom Cruise est la figure la plus médiatique de la scientologie. Et le fondateur de la scientologie, Ron Hubbard, il criait sur tous les toits qu'il avait été contacté par des aliens, plus exactement par Xenu, un dictateur galactique, et que c'est eux qui détenaient la vérité. En même temps, les gens y trouvent du sens, puisque ceci a été corroboré par le fait que Thomas Joly, lui-même, a expliqué que cet être étrange, cet insecte doré, représentait en fait un voyageur interstellaire arrivant dans un futur lointain sur Terre et découvrant dans un stade des vestiges des Jeux Olympiques de l'espèce Homo sapiens après ce qui semble bien être sa disparition. Tel un archéologue cosmique en fait. Il va entreprendre de reconstituer ces vestiges. Et selon le metteur en scène, c'était ça, sa mise en scène. De même, il a expliqué que le costume serait un clin d'œil au fameux disque d'or de Voyager, Golden Record, à bord de 2 sondes qui avaient été envoyées dans l'espace. Je pense que cette théorie, cette hypothèse peut être intéressante à creuser et pourrait tenir la route. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la version ou le symbole que vous voyez, ce qui n'en reste pas moins certain, c'est que les soi-disant leaders obscurs ont révélé leur véritable nature lors de ces Jeux Olympiques et, comme on le savait déjà, elle est sinistre. La mise en scène, les costumes et les symboles utilisés rappellent étrangement des rituels pratiqués dans des cercles restreints où l'on cherche à canaliser des énergies, à influencer les masses et à affirmer la domination d'une élite éclairée. Tout y est. Une fois qu'on décortique, c'est juste flagrant.
Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Voilà les amis, c'est fini pour moi. J'ai parlé de ce qui me semblait le plus important. Je sais que, parce que comme en plus il y a une semaine qui s'est écoulée, j'ai essayé de ne pas regarder les vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet parce que je ne voudrais pas faire du copier-coller ou être redondante en répétant, en paraphrasant ce qui a peut-être été déjà dit. Donc j'aurais peut-être oublié des détails, mais pour moi, voilà, quoi qu'il en soit, je me serai focus sur ce qui est limite indiscutable, parce que le problème c'est que quand tu as une connaissance des choses, ben, tu peux plus les nier, tu peux plus te dissimuler à la vérité en te cachant derrière des ah ben c'est n'importe quoi, ah mais c'est délirant, ah mais c'est conspirationniste, parce que c'est factuel. En vérité, quand on dit que la connaissance c'est le pouvoir, c'est vrai de vrai, parce que des pensées deviennent des faits quand tu les abreuves de connaissances. Mais clairement, en tout cas, il n'y a qu'une seule chose à retenir, et c'est une belle chose, c'est qu'en voyant l'espèce de marée humaine de contestation qu'il y a eu autour de ces clôtures et de ces ouvertures, malgré le fait, encore une fois, je le répète, qu'on a essayé de faire croire que si les gens montaient au créneau, c'était absolument pas pour une histoire de religion, pour une histoire d'irrespect, et qu'on a voulu réduire ça de la transphobie. Mais pour cette fois, ça n'a pas marché. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait, je le répète, un irrespect profond pour une obédience en particulier, que je suis convaincue que si on l'avait fait avec d'autres religions, bah là, les mêmes qui aujourd'hui disent que c'est tout à fait anormal d'y voir quelque chose de mal, ils se seraient battus aux côtés des autres religions, mais que la religion chrétienne, on a cette facilité à la tourner en dérision, et c'est triste. Mais de voir qu'il y a eu ce soulèvement mondial, au final, ils ont eu l'effet inverse. Les gens, je vois, se mettent à se poser de vraies questions. Et du coup, ça a donné un levier, c'est comme un levier, c'est comme une force supplémentaire à tous ceux qui dénoncent cette mascarade depuis des années. Et ça, c'est la bonne chose à retenir. Voilà les amis, pour moi c'est fini. Pour cette vidéo, je pense que ça va être compliqué. Alors s'il vous plaît, il faut absolument liker, commenter, partager, parce que je sais que le sujet va pas plaire. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et je pense que c'est important qu'on reste tous connectés, vraiment. Surtout avec ce qui arrive, avec les temps qui courent. Vous avez dû le voir au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai commencé à entendre parler à droite et à gauche de la fameuse variole du singe. Je me dis qu'encore une fois, tiens donc, tout arrive à point à qui sait attendre. On le savait, pas de surprise. Maintenant, j'espère que tout ça aura créé suffisamment de cerveaux éveillés pour pas qu'on voit encore une fois des choses hallucinantes comme on a pu le voir à la première pandémie. J'imagine que vous comprenez de quoi je veux parler. Sinon, pour ma petite annonce avant de vous quitter, la vidéo aura duré 3 heures, c'est que dorénavant, vous allez pouvoir me retrouver pour une seconde vidéo dans la semaine. Je ne sais pas encore si ce sera le mercredi ou le jeudi, ou ce sera indifféremment en fonction de mon temps, mercredi et jeudi. Un peu parce que j'en ai très envie, un peu parce que j'ai pas le choix, parce que la rentrée a été chaotique, la situation aux États-Unis est pas top, et que voilà, j'ai eu 2-3 petites mauvaises nouvelles qui font que je vais avoir... malheureusement ou heureusement un petit peu plus de temps. On va voir. Je vous tiens informé, soit sur mon Instagram, soit dans l'onglet communauté de cette chaîne, pour vous dire si la vidéo sera ce jeudi ou ce mercredi. En attendant qu'on se retrouve, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche, une excellente semaine, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et stay safe les amis.